Dans le premier épisode, nous avons vu comment l'échec du jeu d'arcade Radarscope, développé par la R&D2 de Nintendo, a motivé le président Yamauchi à demander à son bras droit de toujours, Gunpei Yokoi, de prendre la relève pour sauver Nintendo of America avec un titre de remplacement. On a vu quelles étaient les sources d'inspiration pour aboutir à un projet plutôt séduisant, Popeye dans l'attaque des tonneaux de bière. On a même pu découvrir à quoi ressemblait le jeu dans sa première mouture, du moins sur le papier. Et jusque-là, tout se passait plutôt bien. Mais dans cette seconde partie, et à l'aide de témoignages et de documents d'époque, nous allons découvrir comment tout a capoté et surtout pourquoi Popeye a fini par devenir Mario. Nous verrons ensuite qui sont les gens derrière le développement technique de Donkey Kong, et dont on nous a jusque-là, il faut bien le dire, un petit peu caché l'existence. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la véritable histoire de Mario et le making-of du cultissime Donkey Kong. Yokoi et Miyamoto prévoient donc dès les premiers jours de leur réflexion d'utiliser Popeye, une licence ultra populaire à l'international et surtout aux États-Unis. S'agissant d'un projet impliquant une licence de premier plan, Nintendo doit bien entendu envoyer et faire valider les premières ébauches du projet à King Features Syndicate, l'ayant droit en charge des œuvres de l'auteur américain Elzie Chrysler Segar, toujours vivant. Sauf que contre toute attente et alors que Nintendo avait pourtant déjà un deal d'exploitation pour sa licence, le projet de jeu vidéo Popeye est rejeté. Pour quelle raison ? Miyamoto n'a jamais vraiment abordé le sujet dans les médias et longtemps, tous les historiens du jeu vidéo n'ont eu d'autre choix que d'émettre des théories. Était-il par exemple possible que King Features Syndicate ait moyennement aimé l'idée qu'Olive Oil explose en Sharpie une fois la mèche totalement consumée ? Ou alors tout simplement que cette licence très populaire auprès des enfants soit mêlée à des histoires de bière ? Bon, en réalité, ces deux théories, c'est plutôt moi qui viens de les inventer. Non, ce n'est sûrement pas sur ces critères que la décision a été prise, car il ne fait aucun doute que Miyamoto et Yokoi auraient facilement pu adapter leur copie pour répondre à de telles critiques. Mais pour moi, l'hypothèse la plus probable est que l'ayant droit américain éprouve de fortes réticences à l'idée d'associer sa série à du jeu vidéo. Il faut dire qu'en ce tout début de décennie 1980, les jeux vidéo et surtout les salles d'arcade ont très mauvaise presse autour du monde. Les médias et surtout les journaux locaux se font quasiment quotidiennement le relais de faits divers se passant dans ces salles de jeux concernant la délinquance, la drogue, les histoires de raquettes et j'en passe. Bref, retrouver un héros de la notoriété de Popeye dans de tels endroits, ça fait mauvais genre, et ce n'est clairement pas la meilleure idée à avoir. J'en veux pour preuve qu'aux États-Unis, pour ne prendre que le cas de ce pays, le jeu vidéo d'arcade cartonne et existe déjà depuis pratiquement 10 ans. Et pourtant, comment ne pas être surpris quand on constate que la quasi-intégralité des licences, pourtant extrêmement populaires dans le monde entier de cette époque, comme les héros de Disney, de Looney Tunes et bien d'autres encore, ne soient toujours pas adaptés en jeu vidéo ? En dehors de Spider-Man sur console Atari 2600 en 1982, il n'y a quasiment rien avant le milieu des années 80, même pour les flippers. Ce constat de néant a priori incompréhensible attesterait-il de l'hypothèse selon laquelle certains ayants droit, dont King Features Syndicate fait partie, tiennent à préserver leur licence tout public de la mauvaise presse et d'un environnement propice au scandale ? Et ce, malgré l'appât du gain ? C'est possible. Mais il y a en réalité au moins une deuxième raison qui explique pourquoi King Features Syndicate refuse de lâcher sa licence pour l'arcade. En avril 1997, dans un article japonais consacré à Donkey Kong et dont on va reparler tout au long de cette vidéo, Hiromasa Komanome, l'un des codeurs du jeu, expliquera. Pour résumer le sprite de l'avatar, nous n'avions que 16 x 16 pixels, c'était minuscule. Et j'ai souvenir que c'était un problème pour l'ayant droit, étant donné qu'on n'allait pas pouvoir proposer un Popeye graphiquement fidèle à l'écran. Ces propos sont hyper importants, car jusqu'à il y a encore quelques années, et avant qu'on ne redécouvre ce document, ce n'était qu'une théorie, et elle est maintenant approuvée par un témoignage de premier ordre. Bref, le projet ne remplit pas le cahier des charges obligatoire pour une validation visuelle. Mais à cette déclaration, les plus connaisseurs de Nintendo d'entre vous pourront rétorquer que King Features Syndicate a pourtant bien validé un Game & Watch Popeye, qui sortira quelques semaines plus tard, en août 1981. Mais là, c'est surtout parce qu'il s'agissait d'un jouet inoffensif à destination des enfants, et que dans ce cas bien précis du Game & Watch, le héros restait visuellement parfaitement identifiable malgré la taille minuscule de son écran LCD. Alors maintenant, je sais, vous allez me répondre qu'un jeu d'arcade Popeye signé Nintendo a pourtant bien été diffusé dans les salles à partir de 1982. Oui, sauf que là encore, il convient de préciser qu'en à peine 1 an et demi, les progrès techniques offerts par l'arcade sont bluffants et que Nintendo a, de son côté, su exploiter une nouvelle technique d'affichage permettant d'obtenir des sprites en haute résolution. Et donc, cette fois,
les personnages sont visuellement très fidèlement reproduits. Ensuite, et là encore ce n'est que mon hypothèse, mais je pense qu'on peut surtout considérer que devant l'incroyable carton international qu'est devenu Donkey Kong, l'ayant droit américain a amèrement regretté d'avoir loupé le coche en refusant le premier projet de Nintendo. En gros, ne serait-ce pas cette fois King Feature Syndicate qui serait revenu frapper à la porte de Nintendo pour rattraper cet acte manqué? Faudrait que quelqu'un creuse la question, car je suis sûr qu'il y aurait plein de trucs hyper intéressants à trouver. Quoi qu'il en soit, à la toute fin du mois de mars 1981, lorsque Yamauchi annonce à Yokoi et Miyamoto que les négociations n'ont rien donné et que le projet ne pourra pas se faire avec Popeye, les deux hommes sont ennuyés. Ils doivent tout reprendre à zéro et estiment avoir perdu un temps précieux. Attendez, tout reprendre à zéro? Non, pas forcément. Rapidement, les deux hommes se disent qu'il serait dommage de jeter au caniveau tout le travail réalisé jusqu'alors. Si Popeye, Olive Oil et Brutus appartiennent bel et bien à Sega, un immeuble en construction et des tonneaux de bière pixelisés n'appartiennent à personne, non? Il suffit donc à Miyamoto d'imaginer 3 nouveaux personnages et de poursuivre le travail, comme le confirme Yokoi dans sa biographie. Malheureusement, nous avons appris peu de temps après que la licence pour Popeye ne nous serait pas accordée. Donc, n'ayant plus le choix, nous avons juste décidé de conserver les différentes idées que nous avions eues jusque-là, mais de remplacer les personnages par de nouveaux. Ainsi naîtront 3 personnages maison, le gorille Donkey Kong, Pauline et Mario, qui n'ont encore en réalité pas de nom. Pour Nintendo, le refus d'utilisation de Popeye est a priori une mauvaise nouvelle, notamment sur le plan médiatique et le bouche à oreille. Mais une fois encore, cette énième désillusion s'avérera très vite une pièce supplémentaire et primordiale à la construction de l'édifice Mario. Avant de poursuivre davantage, il est primordial de rappeler un fait essentiel dans l'histoire du jeu vidéo et de l'histoire de Nintendo. En France, on sait depuis octobre 2007 et le numéro 2 du MOOC Pix & Love qu'au tout début des années 1980, Nintendo n'a encore aucune compétence en programmation et qu'elle délègue le codage et l'ingénierie de tous ses jeux vidéo à des sociétés externes. Concrètement, jusqu'en 1982 et malgré déjà une dizaine de jeux estampillés Nintendo dans les salles d'arcade, les employés de la firme n'ont en réalité jamais tapé la moindre ligne de code. Et cela vaut aussi pour Donkey Kong, qui sera en réalité conçu en étroite collaboration avec une société japonaise appelée Ikegami Tsushinki. Cette dernière, fondée en 1946, est spécialisée dans l'imagerie, système de caméras de surveillance, fabrication d'écrans à tubes cathodiques, etc. et travaille avec Nintendo depuis déjà plusieurs années, puisqu'à ce stade de l'histoire, ils ont réalisé 9 jeux pour eux. Et pour ce projet, c'est une équipe de 4 personnes qui sera chargée de donner vie virtuellement aux idées couchées sur papier de Miyamoto. Toutes les infos qui vont suivre, et même si certaines ont déjà été révélées dans ce fameux Pix & Love numéro 2, sont tirées de l'article passé inaperçu Donkey Kong no Funtōki, littéralement Donkey Kong, chronique d'une lutte acharnée, paru en avril 1997 dans le magazine japonais Beat. Il a été rédigé par Hiromasa Komanome, l'un des codeurs du jeu chez Ikegami Tsushinki. Dans ce papier par exemple, on apprend qu'ils étaient essentiellement 4 à travailler sur ce projet Popeye Donkey Kong. Profitons-en d'ailleurs pour tous les citer, on leur doit bien ça. Hiromasa Komanome, Minoru Iinuma, Yasuhiro Murata et Mitsuhiro Nishida. D'ailleurs, dans l'article, il est amusant d'apprendre que pour ces 4 jeunes ingénieurs, c'était leur tout premier projet au sein d'Ikegami Tsushinki. Si l'on en croit Komanome, lui et ses 3 comparses auraient été subitement mobilisés pour ce projet par leur supérieur, Masayo Oka, alors qu'ils travaillaient déjà sur autre chose. On sent donc l'urgence de la demande de Nintendo. Komanome nous donne même la date du début du développement du jeu pour eux, le 6 avril 1981. Rassemblés dans une salle de réunion de la société, Masayo Oka leur aurait alors remis une poignée de polycopiés de format A4 daté du 30 mars 1981 et affublé du sceau de Miyamoto. Ces feuilles présentent le projet, les personnages, les règles, le concept et les mécaniques du jeu imaginé par le jeune employé de Nintendo. On leur explique ensuite que leur mission est de coder le jeu et de le faire fonctionner sur un hardware déjà existant, Radarscope, avant le 15 juin 1981. Ils n'ont donc que 2 mois et 1 semaine. C'est clairement pas beaucoup. Mais comme le hardware et les idées sont déjà là, ça peut encore le faire. Mais ce qui est particulièrement intéressant à ce stade de l'histoire, c'est que les polycopiés que reçoivent ces hommes sont un peu différents du projet daté du 21 mars 1981 que nous avons étudié dans la vidéo précédente. Entre le 21 mars et le 30 mars 1981, il ne s'est passé que 9 jours, mais Miyamoto a visiblement beaucoup fait évoluer son concept. Certes, si l'on en croit Komanome, qui possède encore ses feuilles de projet, le projet s'appelle toujours Popeye dans l'attaque des tonneaux de bière. Mais sur l'un des visuels présentant le premier niveau, ce n'est plus Brutus que l'on voit, mais un gorille. Déjà à l'époque, l'équipe d'Ikegami ne cache pas sa surprise. Voici les mots que Komanome emploie pour illustrer cela. Conformément au titre du projet, on pouvait voir sur les plans Popeye et un personnage féminin, Olive. Donc on aurait été en droit de s'attendre à voir Brutus comme ennemi, sauf qu'à la place se trouvait un gorille, Kong. Fort de cette révélation,
On peut surtout émettre une théorie très intéressante pour l'histoire de Mario et de Donkey Kong. C'est entre le 21 et le 30 mars 1981 que Nintendo commence à comprendre que leur demande auprès de King Feature Syndicate n'aboutira pas. Et Miyamoto a d'ores et déjà commencé à réfléchir à substituer les personnages du jeu, en commençant par le grand gorille. Mais comme le temps manque déjà et que le gameplay en tant que tel ne sera nullement affecté, la firme de Kyoto s'empresse d'envoyer les éléments à disposition pour commencer le travail au plus vite. Mais au 30 mars 1981, si Kong semble déjà né, le futur Mario n'existe pas encore. Komanome témoigne. Afin d'offrir davantage d'impact humoristique et rendre le jeu plus amusant, Miyamoto avait opté pour un gorille, parce que son apparence restait proche de celle d'un être humain. Plus tard, Popeye sera lui aussi modifié par Miyamoto pour devenir le Mario que l'on connaît tous. C'est donc bien Miyamoto qui invente le personnage de Mario, là-dessus aucun doute possible. Mais revenons à la toute première réunion et au contenu des feuillets. Lorsqu'ils étudient en détail le concept du jeu, l'équipe d'Ikegamitsu Shinki est extrêmement critique et sévère. Avec le témoignage de Komanome, on comprend aussi qu'entre le 21 et le 30 mars, le projet s'est aussi et surtout considérablement complexifié. Miyamoto trouvait-il son jeu trop simpliste ? Alors que 9 jours plus tôt, lui et Yokoi souhaitaient créer un jeu n'utilisant qu'un seul joystick, tout comme Pac-Man, voilà que Komanome nous apprend que Nintendo prévoit désormais d'utiliser plusieurs boutons d'action et même 2 joysticks. Et pour l'équipe de Komanome, le verdict est implacable. Leur jeu s'encombre de trop d'éléments parfaitement inutiles. Voici ce qu'il dit. Au tout début du projet, pour terminer un niveau, il fallait que Popeye active un cric situé au tout dernier étage de la structure. L'idée était de modifier l'inclinaison de l'échafaudage pour que la chute des tonneaux se retourne cette fois-ci contre Kong. Sauf que pour cette idée, il voulait qu'on installe un joystick spécifiquement dédié à lever ce cric. Ça rendait le jeu compliqué à manipuler et embrouillait inutilement le joueur. On imagine parfaitement la scène, Une fois arrivé au sommet avec le joystick principal, le joueur devait actionner avec frénésie et de haut en bas le deuxième contrôleur afin d'activer un mécanisme permettant de prendre le gorille à son propre piège. Avec le recul, l'idée est amusante, cartoonesque même, mais dans le contexte de l'époque et de façon purement pragmatique, il apparaît évident que rajouter un joystick juste pour cette action n'est ni ergonomique ni économique. Et soit dit en passant, on ressent là encore l'influence de Crazy Climber qui utilisait vraiment 2 joysticks lui. Et sinon, petit aparté, les plus connaisseurs de l'histoire de Nintendo auront certainement remarqué que cette histoire de cric ne sera pas totalement oubliée, puisqu'on retrouvera un petit peu de cette idée dans le portage Game & Watch de Donkey Kong, dans lequel il est nécessaire d'activer plusieurs fois un levier qui permettra, in fine, de faire tomber le gorille de sa plateforme. Parmi les autres critiques, 11 au total, que soulève Ikegamitsu Shinki avant de se mettre concrètement au travail, il y a d'autres remarques passionnantes qui permettent d'en savoir davantage sur les premières intentions de Nintendo ou sur la façon dont le jeu a été perçu par les premiers témoins. En voici plusieurs. Remarque numéro 5. Manque de variété des niveaux. Il est primordial que les joueurs se demandent « Que va-t-il se passer ensuite ? Vais-je enfin arriver au dernier niveau ?» Il faut donner envie aux joueurs de voir la suite, en offrant davantage de variété dans les niveaux. Remarque numéro 9. Le jeu ne fait pas rêver. Situer l'action sur un chantier renvoie surtout au dur labeur. Ça manque de rêve et de perspectives d'avenir. Remarque numéro 10. Le jeu ne sort pas du lot. Contrairement à d'autres jeux, il manque un truc en plus. Un élément qui le différenciera de la concurrence et qui lui évitera d'être considéré comme ressemblant à tel ou tel jeu. En d'autres termes, il faut sortir des acquis actuels et trouver une idée innovante. Parce que oui, en l'état, le futur Donkey Kong ressemble surtout et beaucoup à Space Panic, un jeu de la société japonaise Universal sorti quelques mois plus tôt. Bref, ce Popeye n'est pas terrible et il y a encore du boulot. L'équipe d'Ikegamitsu Shinki va alors considérablement discuter avec Nintendo pour le faire évoluer, dans ce qu'ils estiment être une bonne direction. Et comme les mauvaises remarques sont nombreuses et qu'ils ne veulent pas passer pour de simples inspecteurs de travaux finis, ils réfléchissent de leur côté pour faire de nouvelles propositions. Si l'on en croit Komanome, ils vont même suggérer d'abandonner ce projet pour partir sur d'autres concepts totalement différents. Et c'est l'ingénieur Minoru Iinuma qui aura pour mission de concevoir en quelques heures à peine de nouveaux concepts papier. Il en proposera carrément 13. Je ne peux pas toutes les citer, mais parmi les principales idées, nous leur avons suggéré des concepts qui adaptaient le célèbre conte Jack et le haricot magique, un jeu de pêche, un projet Space Shuttle, jeu de construction en station orbitale directement inspiré de l'actualité de l'époque, ou encore un autre concept inspiré du film Le Voyage Fantastique et qui nécessitait qu'on entre dans le corps humain pour prodiguer des soins.
Il est amusant de se dire qu'une fois de plus, tout l'avenir du jeu vidéo s'est joué à ce moment précis. Nintendo aurait très bien pu être séduit par l'une de ses idées et abandonner son Popeye dans l'attaque des tonneaux de bière. Mais il est surtout bien plus probable que Yokoi et Miyamoto aient été piqués au vif dans leur âme de créatif. Et pour des raisons évidentes de paternité légale, ils ne pouvaient décemment pas laisser Ikegami trouver l'idée de départ et les laisser la concrétiser. Vous l'avez compris, ça n'aurait plus été un jeu Nintendo, mais un jeu Ikegami Tsushinki vendu par Nintendo. Finalement, ils ont décidé d'étudier les remarques et d'améliorer le concept initial de Popeye dans l'attaque des tonneaux de bière. C'est donc bien le projet initial de Miyamoto qui a été exploité, conclut Komanome. Miyamoto et Yokoi tiendront compte d'une bonne partie des remarques et des idées d'Ikegami Tsushinki. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces retours ont été salutaires pour le jeu. Car quand on découvre les améliorations apportées, l'une d'elles n'est ni plus ni moins ce qui fera la principale spécificité du futur Mario, le saut. Komanome précise en nous donnant de nouveaux détails sur l'évolution du gameplay en date du 30 mars 1981. Dans la première ébauche du jeu, lorsqu'un tonneau nous fonçait dessus, il fallait alors grimper sur l'échelle d'évacuation la plus proche, les échelles courtes ne montant pas aux étages supérieurs. Tout en haut de ces échelles courtes, on pouvait attraper un maillet et ainsi progresser en cassant les tonneaux. Mais on en était arrivé à la conclusion suivante. On ne fait finalement que fuir, c'est stressant. Et contre ça, quelqu'un a émis l'idée d'implanter les sauts pour passer par-dessus les tonneaux. À cette époque, je n'ai pas souvenir qu'il existait d'autres jeux utilisant le saut. Nous avions enfin un mouvement unique, le truc en plus, une spécificité, qui faisait défaut au jeu. En réalité, l'idée du saut dans un jeu vidéo n'est pas totalement nouvelle. On dénombre en effet au moins 2 jeux d'arcade ayant utilisé le saut comme idée centrale du game design. Steeplechase d'Atari en 1975 et Frogs de l'éditeur Gremlin en 1978. Mais il s'agit ici d'animaux et non d'un personnage humanoïde, et il y a quand même peu de chances pour que l'idée de faire sauter Popeye ait été inspirée par l'un de ces 2 jeux. Donc on peut se poser la question suivante, qui a eu cette idée en premier ? Shigeru Miyamoto, comme on le lit un petit peu partout ? Gunpei Yokoi, l'un des ingénieurs d'Ikegami Tsushinki ? Lorsqu'on lit et qu'on traduit le texte de Komanome, les détails sur la paternité de cette idée révolutionnaire de saut sont malheureusement très imprécis. Dans cet article, impossible de le savoir. C'est pourtant une info primordiale pour l'histoire de Mario et plus globalement pour l'histoire du game design. Peut-être faut-il aller voir du côté de la biographie de Yokoi pour avoir de nouveaux indices. En vérifiant à nouveau, on retrouve notamment le passage suivant. Une fois le tonneau passé, le joueur pouvait redescendre de l'échelle et grimper vers l'échafaudage supérieur. C'était une idée toute simple, mais dans la pratique, le jeu était assez frustrant. Et c'est après avoir suggéré que l'avatar devrait pouvoir sauter par-dessus les tonneaux que l'idée d'utiliser un bouton d'action et de sauter est née. Là encore, le texte japonais que nous avons essayé de retraduire de la façon la plus littérale possible est encore parfaitement ambigu. La langue japonaise laisse énormément de place à l'interprétation, et ce passage est un cas d'école pour les traducteurs. D'un côté, un traducteur A sera tenté d'écrire que Yokoi a eu lui-même l'idée, et c'est le choix que j'ai fait à l'époque lorsque j'ai traduit sa biographie. Et peut-être avais-je tort, car il était aussi possible pour un traducteur B d'interpréter ces paroles comme si l'idée du saut avait été apportée par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, que dit Miyamoto sur le sujet ? Peut-on trouver une interview où il en parle ? Oui. Le meilleur témoignage que l'on trouve de lui peut être lu dans la série d'interviews Iwata demande, et notamment celui consacré à New Super Mario Bros. Sur Wii. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai repris les propos originaux en japonais, pour une traduction la plus littérale possible. Miyamoto. Oui. Dans la borne que nous devions utiliser, nous disposions d'un joystick et d'un bouton. Mais au départ, je voulais que le jeu ne se contrôle qu'avec le joystick. Iwata. En résumé, si la borne que vous deviez utiliser n'avait eu qu'un joystick, alors Mario n'aurait pas pu sauter ? Parce que moi, quand je pense à Mario, je ne peux le dissocier de ses sauts. Miyamoto. C'est certainement le cas, mais à la base, c'était plutôt prévu pour être un jeu de type Amida Kuji. C'est un système de loterie utilisant un parcours de chemin labyrinthique. Donc, si vous aviez la possibilité de sauter et de contourner le danger, ça cassait la stratégie. Mais si on vous demande si un tonneau fonce droit sur vous, que faites-vous ? Iwata. Naturellement, je saute par-dessus. Miyamoto. Voilà, vous sautez. Donc, on s'est dit qu'il fallait utiliser ce bouton pour sauter. En essayant le prototype, le résultat était très sympa. En fait, si le saut n'avait pas été implémenté, je pense que ce jeu aurait été d'une difficulté diabolique. Là encore, les mots et les formules en japonais utilisés par Miyamoto nous obligent à traduire en n'utilisant que de vagues pronoms impersonnels comme le on. Bref, vous l'avez compris, aucun de ces 3 témoignages, pourtant de première main, ne permet de savoir clairement qui a eu cette idée de saut. Dans ce cas précis, Miyamoto ne dit jamais « je », et son témoignage prouve même plutôt qu'il semble avoir été un temps opposé à cette idée de game design. Donc on peut aisément en déduire que ce n'est pas lui le premier à en avoir parlé lors des échanges de réflexion. Bref,
Pour trancher sur cette question de la paternité du sceau, et après avoir étudié à nouveau tous ces témoignages, ne peut-on pas tout simplement estimer qu'il s'agit de l'aboutissement d'une réflexion progressive et commune, comme lorsque des gens débattent et parviennent petit à petit à la même conclusion. Il n'est donc pas correct d'expliquer que Miyamoto a inventé le sceau dans Donkey Kong ou dans le jeu vidéo. Pour moi en tout cas, et jusqu'à preuve du contraire, cette idée qui va révolutionner le jeu d'action et de plateforme à partir de Donkey Kong vient donc tout simplement de l'ensemble de l'équipe, en incluant évidemment les 4 ingénieurs d'Ikegami Tsushinki. Ah oui, il faut plus les oublier maintenant. Dans le document de Komanome, publié dans ce magazine Beats, plutôt réservé à un public d'informaticiens avertis et aguerris, plusieurs pages sont réservées à la façon dont ce sceau de Popeye a été élaboré d'un point de vue du code. Komanome détaille en effet les calculs, les algorithmes, les essais entrepris pour arriver à simuler la physique d'un sceau de personnage en pixels. Mais cette partie de l'article, bien trop scientifique et complexe pour moi, ne sera pas détaillée dans cette vidéo. Désolé, je laisse ça à d'autres. Cependant, de ces passages techniques, on peut relever quelques anecdotes beaucoup plus accessibles. Comme par exemple que la concrétisation de cette idée leur demandera un temps non négligeable, surtout parce que l'équipe derrière le projet ne disposait alors que d'un seul ordinateur. C'est sur une machine américaine de la marque Mostek, malheureusement Komanome ne se souvient plus du modèle, qu'ils feront absolument tout. Les graphismes, le code, les tests, le debug, etc. Et pendant que l'un d'eux s'affaire derrière l'écran, les autres tentent de peaufiner à la virgule ou au pixel près sur du papier leur part, pour être immédiatement opérationnel et rapide dès que le clavier sera libéré. Jusqu'à la fin du développement qui se prolongera finalement jusqu'à fin juin, ils bosseront tous les jours jusqu'à minuit. Il reste encore quelques très chouettes anecdotes à découvrir concernant la véritable naissance de Mario et de Donkey Kong, mais je vous propose de revenir pour un 3e et dernier épisode dans quelques jours. D'ici là, si ces 2 premières vidéos vous ont plu, n'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre un petit pouce levé. On le répétera jamais assez, mais c'est un peu grâce à ça qu'on trouve la force de continuer à produire des vidéos qui, bien qu'elles ne soient pas très longues, demandent énormément de travail. Voilà, je compte sur vous, abonnez-vous et à bientôt. Salut!